Les présents, je suis présent, Jean-Michel Pédalu, Présent. Olivier Ogizot, Présent. Marc Banac, Présent. Anthony Bédoué, Présent. Nicolas Boisseau, Présent. Angèle Bourriot, Présente. Patrick Collin, Emmanuel Dupuis, Présent. Marie-Étienne est excusée, c'est Jean-François Girard qui a son pouvoir. Fleur Hénault est excusée, c'est Josiane qui a son pouvoir. Bernard Fichy. Mais il n'est pas là, il est en train d'éponger une inondation. Oh, Comment tu précises? Sylvie Fallin. Sylvie. Jean-François Girard. Présent. Isabelle Hamel. Présente. Valentin Larcher. Présent. Cyril Lecam. Sandrine Less. Présente. Colette Lopez. Présente. Régis qui est excusé, c'est Anthony qui a son pouvoir. Bruno Ouvra. Présent. Josiane Pacalafay. Présente. Dolores Petro. Didier Blair. Présent. Laurent Roblet est excusé, excusez-moi, c'est Jean-Michel Pédalu qui a son pouvoir. Lydia Roger, Fabien Sury est excusé, c'est Valentin qui a son pouvoir. Marie-Thérèse Taleri est excusée, c'est Patrick Collin qui a son pouvoir. Et enfin, Bruno Olivier est excusé, c'est Didier Blair qui a son pouvoir. Le quorum est atteint. Donc ce soir, l'ordre du jour est le suivant. En matière de vie municipale, on va parler du maintien du poste d'adjoint suite à la démission d'une élue. On va parler de la demande de surclassement démographique suite au classement de la commune en station de tourisme classée. On va parler de finances, de décisions modificatives, de la vente d'un véhicule d'occasion, de la constitution d'une commission de délégation de services publics. On va parler des tarifs portuaires, des tarifs pour la récupération d'un animal en divagation. On lancera, si vous êtes d'accord, une procédure de délégation de services publics relative à l'organisation et à la gestion de l'activité du char à voile. On parlera aussi de l'acquisition d'une parcelle de terrain nu. Et puis, Jean-Michel tout à l'heure nous parlera de ressources humaines, de l'approbation des lignes directrices de gestion, c'est important, de la création de postes et de mise à jour du tableau des effectifs, et puis davantage en nature pour un contrat de projet. Et on parlera du CIDEF notamment pour lui transférer les compétences que nous avons récupérées puisqu'on a fusionné et il doit justement, on doit recontractualiser avec lui. Et puis on parlera ensemble de la communauté de communes électorale, notamment dans notre capacité de reversement de la taxe d'aménagement des communes pour la zone d'activité, pour les zones d'activité. Et l'idée étant de reverser à la communauté de communes suivant des littorales au 1er janvier 2023. Voilà. Je vous propose d'élire comme secrétaire M. Jean-François Girard et de le désigner comme secrétaire de la séquence et d'approuver, enfin avant de le faire, on va approuver le procès-verbal de la séance du 20 septembre 2022. Qui en a lecture d'ailleurs? Et moi. Eh bien vas-y, Joseph, en fait. Tout d'abord, question 2209-116, règlement intérieur du conseil municipal. Ensuite, question 2209-117, délibération modificative du budget principal numéro 2. Question 2209-118, tarif de la restauration scolaire. Question 2209-119, tarif de l'accueil périscolaire. Question 2209-120, vente de véhicules d'occasion. Question 2209-121, assujettissement des logements vacants à la taxe d'habitation. Question 2209-122, limitation de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties de 2 ans en faveur des constructions nouvelles à usage d'habitation. Question 2209-123, avenant numéro 1 au bail Orange du 4 avril 2021, mise à disposition d'un terrain. Question 2209-124, contrat de concession de services portant délégation de services publics relative à l'exploitation, la gestion et l'entretien du camping de la Baie sur la commune déléguée de l'Aiguillon-sur-Mer.
Autorisation de lancement. Question 2209-125. Création d'un emploi non permanent dans le cadre d'un contrat de projet. Question 2209-126. Création de postes pour faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire d'activité. Question 2209-127. Convention de prestation de services de personnel non titulaire avec la CCSVL. Question 2209-128. Adhésion à un groupement de commandes pour l'entretien et la réparation du matériel de défense extérieure contre l'incendie. Autorisation de signature. Question 2209-129. Approbation du rapport de la Commission locale d'évaluation des charges transférées, CLET, au titre de l'année 2022. Question 2209-130. Projet de modification des statuts de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral au 1er janvier 2023. Question 2209-131. Présentation du rapport d'activité de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral 2021. Question 2209-132. Choix des entreprises retenues pour l'aménagement du centre-bourg de la commune déléguée de l'Aiguillon-sur-Mer. Question 2209-133. Convention entre le département de la Vendée, la région Pays de la Loire et la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île pour le financement de la passerelle piétonne sur le lac. Merci Josiane. Je vous propose de mettre aux voix qui est contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. On va passer donc à la première délibération, qui est celle du maintien du poste d'adjoint suite à la démission de Fleur Evenot, deuxième adjointe de la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île. Elle a transmis à la préfecture le 16 septembre 2022 sa démission de ses fonctions d'adjointe au maire. Et comme l'indique l'article L2122-15 du Code général des collectivités territoriales, cette démission est considérée comme définitive à compter du jour où son acceptation par le préfet a été portée à la connaissance de l'intéressé. Cette acceptation a pris la forme d'un courrier qu'elle a envoyé par à la sous-préfecture des Sables-d'Olonne le 30 septembre 2022. Et je rappelle que malgré cette démission de ses fonctions d'adjointe au maire, Fleur Evenot conservera ses fonctions de conseillère municipale et restera de ce fait membre du conseil municipal de la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île. On doit se prononcer pour maintenir le nombre d'adjoints aujourd'hui, puisqu'on est obligé de garder le même nombre d'adjoints. Donc ça poserait vraiment des problèmes, puisqu'on a la parité. Il faudrait qu'il y ait un adjoint homme qui s'en aille, si on décide autrement. Donc je vous propose d'acter la démission de Fleur Evenot de son poste d'adjointe au maire, de maintenir le nombre d'adjoints à 9 et de procéder à l'élection d'un nouvel adjoint à une date ultérieure. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Qui est contre? Merci. Alors, on va passer à la prochaine délibération qui est la demande de surclassement démographique suite au classement de la commune de station en station de tourisme. Vu l'article L133-19 du Code du tourisme, qui précise en fait les règles relatives au surclassement démographique, toute commune classée, station classée de tourisme, peut être surclassée dans une catégorie démographique supérieure par référence à sa population totale, calculée par l'addition de sa population permanente et de sa population touristique moyenne. Alors, cette dernière étant calculée selon les critères de capacité d'accueil établis par décret. Il y a un décret de loi de 99 qui explique comment calculer. Et vous avez un tableau, je ne sais pas s'il est derrière moi ce tableau.
Il n'est pas là. Voilà. Voilà. Il est là, et donc ça vous donne, grosso modo, les coefficients qui sont donnés pour chaque type d'accueil, avec la quantité que ça représente pour notre commune. Alors, à titre d'exemple, pour l'hôtel, je vais prendre deux, trois lignes, on a donc l'unité à recenser, c'est la chambre, on a un coefficient 2 par chambre, et la quantité, il y en a 42, donc ça fait 84. Si je vais à la ligne des résidences secondaires, nous avons 3014 résidences secondaires, ce qui est important. Ça nous fait pour un coefficient de 4, et d'un seul coup, on prend 12 056 personnes, etc. Tout ça pour arriver à un total de 21 527 habitants, et qui nous fait passer dans la tranche, pour ce petit, enfin c'est 1500, ça nous fait passer dans une tranche de 20 à 40 000. Voilà. Donc, ce qui est important, et l'idée, c'est de vous proposer de solliciter le préfet de l'amender pour obtenir un surclassement démographique, évidemment, et de me permettre de signer tous les documents relatifs à cette demande. Qui a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Prochaine décision, c'est une décision modificative de budget. Alors là, on va parler de sous. Cette délibération modificative prévoit l'inscription de 183 000 € au chapitre 11 et 12 du budget principal de la commune de Lévion-la-Placide. Comment ça s'articule? Est-ce que tu peux mettre un tableau derrière? Donc on le voit. Je ne sais pas si on voit le tableau. Voilà, alors vous voyez un tableau. On va commencer par les articles 60-612 et 60-622 qui sont consécutifs à l'augmentation tarifaire de l'énergie. Vous voyez qu'on prend 55 000 de plus et 30 000 de plus que prévu budgétairement. On a l'article, je commence par les dépenses supplémentaires. On a aussi l'article 60-623 qui est associé à une augmentation du nombre de repas, avec pour conséquence évidemment une augmentation également des recettes, puisque quand on dépense plus pour des repas, c'est qu'on prend aussi plus de repas. Vous avez donc d'un côté 8 000 € de dépenses supplémentaires pour de l'autre côté en recettes au 70-67, 12 000 € de recettes qui n'étaient pas prévues. Donc vous voyez qu'on est obligé de modifier les inscriptions. À l'article 60-636, vous voyez qu'on a une dépense de 10 000 € qui est inscrite, qui est consécutive à l'évolution des normes sur les équipements professionnels, notamment ceux liés à la sécurité des plages, notamment c'est des équipements, c'est le gros sur des équipements. Là par contre on n'a rien en face. Et enfin, les articles du chapitre 12, vous savez que le chapitre 12 ce sont des charges de personnel qui venant de l'entreprise et du poste RH. Donc elles sont réévaluées pour tenir compte de l'évolution du point d'indice, des heures supplémentaires. Tu indiques derrière moi, en même temps que je parle, oui, des heures supplémentaires qui sont réalisées pour compenser les arrêts de travail, puis les difficultés de recrutement. Et je précise que ces articles sont compensés en partie par les remboursements que vous allez voir au 64-19. Au 64-19, vous avez 50 000 €. Vous voyez que la recette aussi supplémentaire qui n'était pas prévue de remboursement pour la rémunération du personnel. Tout ça pour dire que, évidemment, on équilibre à 183 300 de dépenses nouvelles et on équilibre aux recettes à 183 300 pour un budget qui est équilibré et sincère. Et voilà, je veux bien rentrer dans les détails aussi des sujets qu'on avait pas anticipés, notamment au 73-81. Vous voyez qu'il y a un plus qui n'était pas prévu, qui est de 130 000 € sur les taxes additionnelles, notamment les droits sur les droits de mutation. Voilà, comme on a récupéré notre caractère de station classée, on récupère ces 130 000 € qu'on avait perdus. C'est de l'Augure. Il y a aussi, je ne sais pas si on les voit là, le casino, il y en a là. Au combien? Au 73-64, effectivement, voilà, 80 000 € de plus, puisque l'activité du casino est meilleure que prévu et qu'anticipé au budget. Voilà, tout ça, ce sont des inscriptions nouvelles. Donc je vous propose d'accepter cette décision modificative comme décrite dans le tableau que vous avez sous les yeux. Est-ce qu'il y a des questions?
quoi le remboursement des rémunérations? C'est l'assurance. C'est lui qui nous... Ah oui, c'est les assurances maladie. Oui, c'est ça. Voilà. Écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. On passe à la vente d'un véhicule d'occasion, on en a parlé la dernière fois, hein. C'est dans le cadre du renouvellement du parc du matériel roulant. Il a été procédé à la reprise du véhicule comment on l'appelle ce véhicule? C'est ouais, c'est Tractopelle, mais il n'a pas un nom. Bon, voilà. Donc il y a une instruction budgétaire au M14, et considérant que tous les anciens véhicules remplacés doivent être sortis de l'inventaire, on ne l'avait pas fait, donc on va le sortir de l'inventaire. Voilà, le véhicule s'appelle le véhicule Charge 2 JCV. Il était de 2008, et on va le sortir de l'inventaire à compter du 1er septembre 2022, et je vais vous demander de valider la vente de ce véhicule pour un montant de 22 000 euros à la société M3 Actipol, et de m'autoriser à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. Voilà. S'il y a des questions. Pourquoi il y a cette vente? C'est parce qu'il y en a deux, il y a un remplacement derrière, c'est comment? C'est ça. Je vais laisser peut-être Nicolas expliquer. Oui, en fait, on a fait reprendre le plus mauvais des deux, et pour reprendre un manuscopique à la place, qui a plus d'intérêt, plus d'utilité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Eh bien, écoutez, je vous propose de passer aux voix, de mettre aux voix. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Merci beaucoup. On passe maintenant à quelque chose d'important aussi, la constitution de la commission de délégation de services publics. Alors, le conseil municipal que la commune est actuellement délégataire de 2 équipements pour leur gestion et l'exploitation, et leur exploitation, notamment on a le casino des Dunes et puis on a le golf de la Bastille. Il y a 2 autres équipements communaux qui devraient faire l'objet de contrats de concession de délégation de services publics, notamment le camping de la baie et le centre nautique. Et pour l'ensemble de ces délégations, la commune de l'Aiguillon et la Bastille doit créer une commission de services publics. Cette commission a la charge d'étudier et de donner avis sur les appels d'offres, les concessions ou les avenants s'y rattachant. Alors, pour constituer cette commission de services publics, outre le maire, qui est président, le roi, il faut 3 membres titulaires et 3 membres suppléants élus en son sein par le conseil municipal au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle. Le plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. Et donc l'idée est de procéder à l'élection des 3 membres titulaires et des 3 membres suppléants de la commission de délégation de services publics. Et la représentation au plus fort reste. Alors, sont proposés aujourd'hui comme membres titulaires Jean-Michel Pédalu, Dolores Petro, Nicolas Boisseau, et puis comme membre suppléant, le suppléant de Jean-Michel Pédalu, Marc Banac, suppléante de Dolores Petro, Sylvie Fralin, et suppléant de Nicolas Boisseau, Patrick Collin. Est-ce qu'il y a des questions? Vous n'avez pas changé, mais si c'est Didier Blair. Excuse-moi, je lis ce que j'ai sous les yeux, hein, c'est Didier Blair. Excuse-moi, Patrick Collin, je t'ai cité, mais c'est pas toi. Donc je répète, pour que ce soit clair pour tout le monde. Je suis vraiment désolé, mais voilà, les gars, vous m'avez filé une liste. Corriger un nom, mais pas super. Donc Jean-Michel Pédalu, son suppléant Marc Banac, Dolores, sa suppléante Sylvie, et Nicolas, pour suppléant Didier. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Maintenant, il va falloir passer au vote. Donc, je vais proposer un... Oui, c'est ce que je vais faire. Je vais vous proposer justement de faire un main levée pour gagner un peu de temps. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Vous avez le droit de voter pour vous-même.
Oui, bien sûr, c'est tout le monde vote. Est-ce que quelqu'un s'oppose au vote à main levée? Personne ne s'oppose, alors on va procéder au vote. Alors on le fait pour l'ensemble des sièges à pourvoir, les 6, ou on le fait siège par siège? Pour l'ensemble. C'est pour l'ensemble. Alors pour l'ensemble, je vous propose de lever la main pour ceux qui sont pour. À l'unanimité. À l'unanimité. Impeccable. Merci beaucoup. Donc je rappelle que Jean-Michel Delorès et Nicolas sont titulaires et que Marc, Sylvie et Didier sont leurs suppléants respectifs. Alors, autre sujet, le tarif portuaire. Vous vous rappelez que la commune de Livigno-la-Presqu'île a fait l'objet d'un contrôle de la Chambre régionale des comptes suite à la situation financière du budget annexe du port. On en a parlé et reparlé. L'avis de la Chambre régionale indique clairement que la commune doit mener des actions résolues, c'est les termes de la Chambre, pour que ce budget annexe retrouve une situation en équilibre, car son déficit d'exploitation, aujourd'hui, dépasse les 500 000 € dans son exploitation aiguillonnaise. Pour cela, la commune s'est engagée à réaliser des augmentations des tarifs du port, et notamment sur les équipements qui bénéficiaient jusqu'à présent d'une tarification en dessous du coût réel d'exploitation. Et une réunion s'est tenue avec les professionnels de la mer dernièrement, où Jean-Michel et puis beaucoup d'entre vous étaient là, afin d'informer de la situation et des augmentations qui seront mises en œuvre. On a eu une audience plutôt favorable. Et le conseil portuaire qui ne s'est pas réuni depuis, quand je dis qu'il ne s'est pas réuni, le département ne l'ayant pas réuni, ça peut dire, depuis plusieurs années, devra émettre un avis sur ces nouveaux tarifs, puisque nous, on va simplement proposer des tarifs, mais il faudra aussi les voter, mais il faudra que l'avis du conseil portuaire soit favorable. Des échanges réguliers, d'ailleurs, sont en cours avec le conseil départemental qui a délégué à la commune les ports de l'Aiguillon-sur-Mer et de la Faute-sur-Mer, afin qu'ils nous apportent un soutien durable et indispensable à la réalisation de cette délégation. Alors, les tarifs 2023 seront proposés au prochain conseil portuaire par les collectivités concessionnaires, par nous, sachant que ces derniers seront homologués par le conseil départemental en début d'année 2023. Alors, j'ai un tableau dans le dos ou pas? Je vais mettre. Alors, il y en a beaucoup. Sachez que on va peut-être faire quelque chose plutôt que de lire comme ça. Ce que je veux vous dire, c'est que les augmentations vont de 5% à 20%. Je vous rappelle que la Chambre régionale des comptes nous a dit qu'il fallait une action résolue. Une action résolue, ça veut dire que l'augmentation qui est prévue doit permettre l'équilibre. C'est pas, tiens, on augmente pour faire plaisir à la Chambre régionale des comptes. Sinon, je vous rappelle que l'épée de Damoclès, c'est possiblement une sous-tutelle. Donc, pour la plaisance, il a été décidé une plus petite augmentation qui va de 5 à 9 points, notamment pour la Faute-sur-Mer. La Faute-sur-Mer, on augmente aussi la Faute-sur-Mer, hein, même si les tarifs étaient actualisés. On augmente de 5 points la Faute-sur-Mer pour les tarifs 2022, ce qui fait que, grosso modo, un bateau de 8 à 10 mètres qui forme plutôt le corps, on est plutôt entre 6 et 8 mètres, mais un 8 à 10 mètres sera à 955,84 €. Était à 955,84 €, excusez-moi, il sera maintenant à 1003 €. Et puis, à l'Aiguillon-sur-Mer, pour le même bateau, on était à 818 €, on va passer à 892 €. Ça, c'est à l'année. Au mois, on a augmenté de 2%, et à la semaine, on a augmenté de 2% les tarifs, ce qui veut dire que, par exemple, à la semaine, un bateau de 8 à 10 mètres était payé aujourd'hui son garage à 157,32 €, et demain, on sera à 163,68 €. Voilà, ça c'est pour la Faute, et idem pour l'Aiguillon. Puis les bêtises, l'Aiguillon, on reste à 54 €. C'est ce que j'ai souhaité.
Voilà. Bon, je repasse sur les... vous voyez, pour ces augmentations, est-ce que vous voulez que je vous lise tous les chiffres? Ok, ça m'arrange. Ça va vous arranger parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de tarifs. Alors après, on a les tarifs du poste d'amarrage professionnel. Là, on en a parlé aussi, hein, puisque pour l'année 2023, on va être à 516 € hors taxe. Alors, on m'a dit qu'il ne fallait pas que je parle hors taxe parce que les exploitations ne payent pas pour le garage, si vous avez compris, ne collectent pas la TVA. Donc, on doit pas la TTC. Alors, pour les postes d'amarrage, on sera à 620 € au ponton pour un professionnel à la faute et à 909 € pour les gros bateaux de plus de 12 mètres, de moins de 12 mètres à Lyon-sur-Mer et à 1368 € pour les pontons de Lyon-sur-Mer. Pour la cale, donc cale plaisance, le forfait annuel passe à 85 € et le forfait annuel de la petite jetée passe à 293 €. Je vous donne des exemples, hein, et puis n'hésitez pas à poser des questions après ou pendant. Le port à sec, ça donc il n'y a pas de... Il y a eu des augmentations, et les augmentations du port à sec, je vais vous les donner en moyenne. Elles sont de 3%. Sur les tarifs de l'année dernière, augmenté de 3%. Pour la cale, là par contre on a augmenté fortement, on a augmenté de 20%. Parce que les tarifs de la cale aujourd'hui étaient des tarifs en dessous du coût d'exploitation. Ensuite, quels sont les tarifs que je peux vous donner? La manutention, elle ne bouge pas. Ce qui bouge, voilà. Ce qui bouge, c'est notamment à Lyon-sur-Mer, les bâtiments. Je parle des bâtiments pour stocker le matériel de pêche, celui pour le matériel d'hiver, celui pour les commerces maritimes ou les poissons de la poissonnerie, les commerces avec terrasse, les bâtiments qui servent de bureaux, et puis les bâtiments saisonniers. Donc, si je reprends, pour le matériel de pêche, le matériel d'hiver, les commerces maritimes, les bâtiments qui servent pour les saisonniers, enfin les activités commerciales saisonnières, tout ça augmente de 20%, la poissonnerie augmente de 5 points, les commerces avec terrasse et les bureaux de 15 points. Alors, pour être très concret, ça veut dire que la poissonnerie, par exemple, aujourd'hui, paye 8 821 € et en 2023, elle paiera 9 262 € à l'année. Ça veut dire qu'un commerce maritime, c'est-à-dire qu'un pêcheur qui a un commerce sur le port, aujourd'hui, il paye 2 241 € à l'année, et demain, il paiera 2 689 € à l'année. Ce qui, sincèrement, pour un commerce à l'année, est correct. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que je peux vous donner? Les bâtiments du port, je vous l'ai dit. Alors, évidemment, sur les commerces, il y a une part variable. Et cette part variable, c'est 5% du chiffre d'affaires jusqu'à 67 225 € de chiffre. Et au-delà, c'est 2,5%. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Est-ce que quelqu'un s'abstient? Didier. Excuse-moi, Sur quelle base on est parti pour dire ici on augmente de 15%, il a de 3, il a de 5, il a de 20, il a... En benchmarkant, c'est-à-dire qu'on a regardé les tarifs des autres activités portuaires et on est encore bien au-dessus parce que cette augmentation 2023 va appeler une augmentation, comme je l'avais dit la dernière fois, 2024 et 2025, de telle façon à arriver au prix qui est le prix du marché. Aujourd'hui, on est très loin du prix du marché, même avec cette augmentation. Je te donne un exemple. Sur le dernier exemple que je vous ai donné, c'est-à-dire un commerce qui paye aujourd'hui, je me redonne, qui paye aujourd'hui à l'année... pardon ? Ouais, qui paye 200 € par mois pour un commerce. On comprend bien que quand j'expliquais ça au gars de la Chambre régionale des comptes, enfin au directeur, je lui dis que c'est compliqué d'augmenter, il rigolait, quoi. Il dit de quoi vous parlez, monsieur le maire? Aujourd'hui, il vous montre 500 000 €. Donc, et là, on est correct, on
que vraiment on gradue l'augmentation de telle façon à ce qu'elle soit le mieux vécue possible par une profession dont on a besoin, qui est identitaire de notre territoire et qu'on ne peut pas assassiner. Mais pour autant, eux-mêmes le reconnaissent. Attention, hein, c'est-à-dire qu'ils ne se cachent pas derrière ces tarifs en disant, en hurlant, etc. Pour ceux qui étaient là, ils ont bien entendu que c'était quand même, était là d'ailleurs, ça s'est quand même bien passé. Et voilà, ils trouvent ça normal. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Donc, ça veut dire qu'avec Jean-Michel et les personnes du conseil portuaire, on ira même. Je ne sais pas si j'y suis là. Je ne sais pas si tu es ça. Justement, je vais peut-être en profiter pour rappeler qui est dans le conseil portuaire. Donc, UG évoqué, Bruno Vivier, Laurent Roblet, Grégory Marnetto, qui est de la direction maritime départementale, Ludovic Montebourg, le capitaine de port, Christian Carré, qui est un pêcheur, Cédric Lambert, qui est un pêcheur, Richard Corrichon, pêcheur, Emmanuel Berthaud, pêcheur, Hugues Lamarche aussi, Frédéric Onis aussi, Joël Guillotot, qui lui doit être là en tant que navigateur de plaisance, j'imagine. Oui, c'est ça. Pierre-Yves Perrier, qui lui... Ah oui, d'accord, merci, qui est président du... Non, il n'est pas président du conseil départemental. Pas encore. Il est dit. Voilà. Donc, et puis, donc, je disais, Pierre-Yves Perrier, qui lui est un plaisancier aussi, et puis Bernard Faure, qui est aussi un plaisancier. Est-ce que vous voulez que je dise les suppléants? Est-ce qu'il y en a dans la salle? Oui. Marie-Étienne, tu es la suppléante, elle est là. Dolores, tu es la suppléante de Bruno. Colette Lopez, la suppléante de Laurent Roblet. Qui a des désignés là? C'était eux. D'accord. Parce que on a repris en fait ceux des anciennes collectivités. D'accord, ok. Je regarde juste s'il y a tout. Ok, voilà. Donc tous ces gens-là auront à faire valider, à se prononcer dans le cadre du conseil portuaire sur cette tarification. Et puis maintenant, je vais donner... Non, c'est pas oui, à propos, c'est la nouvelle délibération, là on va parler de la tarification pour la récupération des animaux qui sont en divagation. Alors, j'indique qu'un contrat a été signé dans le cadre d'un gros compte de commande qui a été réalisé dans la communauté de communes, et ce contrat prévoit une participation de la commune de 1,60 € par habitant, auquel s'ajoutent des frais de capture de 90 € à 130 € par animal. Le coût de la prise en charge de l'animal pour sa capture, son accueil et sa mise en foyer ne peut être financé par les administrés et doit être supporté par le propriétaire de l'animal en divagation sur l'espace public. Et donc cette charge financière sera répercutée en recette, en tous les cas, par une tarification, notamment la suivante, c'est-à-dire que elle sera de 135 € TTC pour un animal identifié par tatouage ou puce électronique et de 175 € TTC pour un animal non identifié. Voilà ce que l'on propose. Hein, évidemment, ce sera à la charge du propriétaire de l'animal en divagation. Est-ce qu'il y a des questions? C'est chien et chat ou c'est chiens? Les serpents. Violon à poilure. Qui s'échappe à l'épaule. Chèvres aussi. Chèvres et les ânes. Aussi. Quoique, les ânes, je ne sais pas si... Les tortues carolines aussi. Bon, enfin bref, vous voyez, l'idée c'est que ce ne soit pas le contribuable qui finance cette action-là. Que ce soit le contribuable. Est-ce qu'il y a des questions autres? Non. Alors, qui s'abstient? Attention. Qui est contre? Merci beaucoup. Alors là, on va parler du lancement d'une procédure de délégation de service public relative à l'organisation et la gestion de l'activité de char à voile. Alors je rappelle l'histoire.
C'est en 1991 qu'a été créée la section char à voile du club nautique et du Lyonnais Défauté, qu'on appelle le CNAF, et c'était à la plage des Belugas, à la Faute-sur-Mer, dans un local utilisé autrefois pour la voile. Et face à la demande grandissante à l'époque de groupes particuliers pour participer à des séances de char à voile, eh bien, à l'époque, c'était Henri Adré, alors président du CNAF, qui recherchait des possibilités de création d'une école de char à voile avec un moniteur salarié. L'école municipale de char à voile a créé en 1994, on l'a créée à cette époque-là, et depuis sa création, l'école constitue un véritable facteur de développement important pour la commune déléguée de la Faute-sur-Mer, notamment en matière d'attraction touristique. Il existe aujourd'hui donc deux structures sur le même site et dans les mêmes locaux. On a d'abord le club de char à voile sous sa forme associative qui organise les loisirs et la compétition de char à voile, et puis une école de char à voile qui organise et gère l'enseignement de l'activité char à voile. L'école de char à voile propose tout au long de l'année des séances, des stages d'initiation ou de perfectionnement, et ces séances sont encadrées par un moniteur diplômé du brevet d'État. L'activité se déroule sur la plage des Belugas et sur la plage des Alouettes, et puis même un peu plus au sud, et le parc matériel est composé aujourd'hui de 20 chars à voile. Le coût des séances varie entre 15 € et 55 € en fonction de la prestation pour les 2 ou 3 heures de balade ou de session d'apprentissage. Et ces séances nécessitent obligatoirement une réservation préalable en raison des horaires variables dépendantes évidemment des horaires de marée, puisque quand la mer est haute, on ne fait pas de char à voile, parce qu'il n'y a pas assez de sable dur. Et c'est une activité qui est extrêmement contrainte. Et sur une année civile complète, l'école de char à voile attire plus de 400 élèves de l'école de l'Aiguillon-la-Presqu'île pour des séances d'initiation à cette activité, et 350 enfants en classe de mer. On a un char pour 2 enfants. Les réservations de particuliers représentent 1000 personnes par an sous forme de randonnée ou de stage d'initiation. Et c'est l'association Vents et Marées qui recueille elle aussi 120 utilisateurs handicapés par an. Et elle organise des événements annuels dont les portes ouvertes que vous avez pu voir récemment. Ces portes ouvertes sont divisées en 2 périodes de 3 à 4 jours et à chaque fois attirent à peu près 500 personnes. Alors considérant que l'organisation et la gestion de l'activité char à voile ne constitue pas une mission régalienne traditionnelle d'une collectivité territoriale, que la variabilité des horaires de ce type de structure causée par la nécessaire prise en compte des horaires de marée ne peut correspondre au fonctionnement normal d'un établissement rattaché à une commune, et puis aussi considérant que l'approche commerciale et touristique de la gestion de l'activité d'enseignement de char à voile accompagnée de cette variabilité exacerbée dans la gestion de cette activité ne peut coïncider aux missions de service public exercées par les organismes de fonction publique territoriale, eh bien je vous propose de développer et d'approuver un projet de convention de DSP, de délégation de service public, relative notamment à l'organisation, à la gestion de l'activité char à voile et en toutes ses dispositions. Et le projet aussi d'approuver un projet de convention qui permettra de mettre à disposition à titre gracieux notre agent au profit de l'association, d'une association. Donc l'idée c'est de m'autoriser à engager la procédure qui va permettre justement la consultation pour la délégation de service public. Vous avez reçu, je le pense, tous une proposition de contrat de délégation avec une convention de mise à toute disposition d'un éducateur sportif pour une association qui pourrait, ou une société qui pourrait prétendre justement à répondre à cette offre de délégation de service public. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Pour être très très clair, c'est quoi? On a aujourd'hui une vraie activité qui attire du monde et les plages de l'Aiguillon-la-Presqu'île sont reconnues pour cette activité, entre autres. On ne veut pas abandonner ça, notamment parce qu'on est une commune classée, touristique, qu'il est hors de question de se séparer de nos signes identitaires et marqueurs du territoire. Pour autant, on considère
qu'il est important de vous proposer de sortir de cette exploitation parce que ce n'est pas le rôle d'une mairie et d'une commune ou d'élus d'exploiter ce genre d'activité qui contraint et qui nécessite justement des horaires qui ne correspondent pas à ceux des agents publics. C'est comme on a considéré qu'on n'était pas des pros de l'action d'exploitation d'un camping. Il y a d'autres sujets aussi qu'on proposera, c'est-à-dire qu'on se sépare, sans se séparer des services publics, on se sépare des exploitations dont on n'est pas en efficience totale. Est-ce qu'il y a des questions? Autres? Non? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Donc il faut avancer la consultation et puis on verra qui répond. Je poursuis avec l'acquisition d'une parcelle de terrain nu. Notamment, en fait, la commune de Livigno-la-Presqu'île a été sollicitée pour l'acquisition de 2 parcelles, je ne sais pas si on a les plans derrière moi, appartenant à Madame, tu les as pas, à Madame Monique, située boulevard Bullet. Madame Monique, n'importe quoi, Madame Monique Bellisso, je suis terminé. Madame Monique Bellisso, qui est située boulevard Bullet, sur la commune déléguée de la Faute-sur-Mer. Alors vous savez que ce sont des parcelles qui sont généralement en rouge vif, par contre qui peuvent être récupérées par la commune pour des destinations à venir d'aménagement. Ces parcelles constituent donc des terrains non constructifs qui permettront d'obtenir une unité foncière dans un secteur à enjeu tant d'un point de vue de la sécurité que de l'aménagement public. Ces démarches d'acquisition, je rappelle que ce n'est pas nouveau, sont menées depuis 2014 afin d'empêcher les installations illégales et incontrôlées de caravanes ou de cabanons, vous voyez ce que je veux dire. Le prix d'achat est fixé comme partout en zone rouge à 1,50 €, correspondant à un terrain dont la situation, au regard du risque de submersion, est inconstructible de la doctrine d'État. Donc la proposition est faite pour la parcelle de 56 m² AI33 pour un montant de 84 € et pour la parcelle AI34 pour un montant de 781 m², 1680 m² pour un montant de 2521,50 €, soit un total de 2605,50 € à la charge de la collectivité. Et je vous demande de bien vouloir permettre qu'on fasse l'acquisition de ces 2 parcelles pour ce montant de 2605,50 €, de permettre d'engager des démarches et de signer des documents relatifs à cette acquisition. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci beaucoup. Alors voilà, maintenant c'est ce que je voulais dire. Je vais donner la parole à Jean-Michel, parce que là, il a 3 grandes décisions à proposer en matière d'organisation et de ressources humaines. Jean-Michel, je t'en prie. Merci Laurent. Donc, effectivement, quelques dossiers ressources humaines. Le premier, donc, ça sera l'approbation des lignes directrices de gestion. Alors, l'une des innovations introduites par la loi 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique consiste en l'obligation pour toutes les collectivités territoriales et les établissements publics locaux de définir une directrice de gestion, communément appelée LDG. Ce nouvel instrument juridique de gestion de ressources humaines vise à déterminer les orientations stratégiques de chaque collectivité sur lesquelles s'appuient désormais les décisions individuelles en lieu et place de la consultation systématique de la commission administrative paritaire, notamment en matière d'avancement de grade ou de promotion interne depuis l'année 2021. Les objectifs de cet outil sont de développer les leviers managériaux pour une action publique plus réactive et plus efficace, de simplifier et garantir la transparence et l'équité du cadre de gestion des agents publics, de favoriser la mobilité et accompagner les transitions professionnelles des agents publics dans la fonction publique et le secteur privé, et enfin renforcer l'égalité professionnelle dans la fonction publique. Les lignes directrices de gestion visent donc à déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences.
de fixer les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels, enfin de favoriser, en matière de recrutement, l'adaptation des compétences et l'évolution des missions et des métiers, la diversité des profils et la valorisation des parcours professionnels, ainsi que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La ligne directrice de gestion constitue le document de référence pour la gestion des ressources humaines de la collectivité. Les ex-communes de l'Aiguillon-sur-Mer et de la Fouque-sur-Mer avaient établi leur propre ligne de gestion avec des dates de validité différentes. Elles avaient été élaborées avec les directeurs généraux des services au sein des services des ressources humaines avec l'appui du centre de gestion et rédigées de façon commune sur la partie promotion et valorisation des parcours professionnels. Dans le cadre de l'éventualité d'une commune nouvelle, celle de l'Aiguillon-sur-Mer arrive à terme au 31 décembre 2022. Le comité élu personnel a émis un avis favorable à l'unanimité de ses membres lors de la séance du 7 octobre 2022 pour une reconduction de cette ligne directrice de gestion selon les mêmes termes pour l'année 2023 dans l'attente d'une actualisation plus approfondie. Je pense que vous avez tous lu avec une attention particulière le tableau des lignes directrices de gestion, à moins que vous voulez que je vous en fasse lecture et explication ce soir. Oui. C'est intéressant. Oui, mais c'est avec plaisir. Et donc, en fait, il n'y a rien de changé par rapport à l'année dernière. Ça paraît être une usine à gaz, mais en fait, les lignes directrices de gestion permettent de donner effectivement des objectifs en termes de carrière et d'avancement à l'ensemble des agents, ce qui n'était pas le cas avant, puisqu'ils n'avaient pas forcément connaissance pour l'année à venir ou l'année en cours, en tous les cas, des avancements, ce qui n'est plus le cas maintenant. Et à chaque fois, il y avait un passage obligatoire en commission administrative paritaire, ce qui n'est plus le cas maintenant. Donc la commission administrative paritaire, elle a perdu un certain nombre d'attributions par rapport à cette situation, mais il y a une vision globale de la collectivité qui est certainement plus intéressante pour les agents. Voilà globalement ce qui pourrait vous intéresser sur le sujet. Sachez que effectivement donc la ville de l'Aiguillon-sur-Mer en 2021 avait donné une date jusqu'au 31 décembre, donc il faut reconduire ces lignes directrices de gestion. Que comme je vous l'ai expliqué au mois d'octobre, il y a eu dans le cadre du dialogue social avec les représentants du personnel une discussion qui leur sera d'ailleurs de nouveau proposée lorsque les élections du comité social territorial qui ont lieu le 8 décembre seront réalisées. C'est-à-dire qu'on reverra effectivement d'une manière très officielle avec un avis formel la situation, mais les représentants du personnel peuvent, par l'intermédiaire du comité social territorial, redemander des modifications de ces lignes directrices de gestion. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet? J'ai été clair? Je vous remercie. Tu peux dire un truc quand même intéressant, je trouve, je l'ai lu, pardon, et ça donne vraiment le champ des compétences de chacun. Et je trouve que ça donne du sens à ceux qui sont en poste, parce que souvent, à force de faire les mêmes choses tous les jours, ou se dire qu'on fait les mêmes choses tous les jours, on restreint la vision de sa propre activité, alors que souvent, pour beaucoup d'entre eux, ils ont un champ d'intervention beaucoup plus large que ce qu'ils pensent, et qui peut créer, susciter des envies de la mobilité dans l'organisation. Je trouve ça bien pour la dynamique, en tout cas, du travail pour la commune. Voilà. Oui, ça paraît, c'est vrai, tu as raison, la lecture de tous les arguments et de tous les objectifs, une usine à gaz, mais en fait, c'est quelque chose qui me semble très précis et en tous les cas avantageux pour les agents. Voilà. Alors, donc il vous est proposé d'approuver les lignes directrices de gestion avec une date d'effet au 1er janvier 2023 pour une durée maximale de 1 an et de donner tout pouvoir à M. le maire ou son représentant pour son exécution. Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc approuvé à l'unanimité, je vous en remercie. L'autre sujet, donc, délibération et la création de postes et modification du tableau des effectifs. Alors, je vous passe toutes les références de texte, sinon il y en a pour un quart d'heure. Ce qui nous intéresse, c'est que conformément à l'article L313.1 du Code général de la fonction publique subvisé,
Donc je rappelle que les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Dans le cadre du projet de réorganisation des services, initié suite au départ de M. Domecq, donc je vous propose la suppression du poste de directeur général adjoint et la création de 2 postes. Pour mémoire, 4 autres postes doivent être supprimés par suite de promotion et départ au cours de l'année 2022. Les suppressions de postes nécessitant l'avis du comité technique, ceux-ci seront supprimés qu'après passage en comité social territorial en 2023. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, les élections le 8 décembre, donc en 2023, le comité social territorial aura du travail. Il est toutefois proposé la création de 2 postes ci-dessous afin de favoriser le fonctionnement des services. Création d'un poste au service finance. L'un des 2 agents actuellement en poste au service finance sera positionné sur d'autres missions. Cet agent aura la charge de la gestion et de l'exécution budgétaire des différents budgets, engagements, mandatements, contrôle. Ce poste sera créé en catégorie C dans le cadre d'emploi des adjoints administratifs, du grade d'adjoint administratif au grade d'adjoint administratif principal de première classe. Et ce sera le poste numéro 58. Ensuite, on a la création d'un poste au pôle de la direction générale afin de s'assurer de la mise en œuvre des actions et des projets engagés par le conseil municipal et de répartir la charge de travail du directeur général des services. Il est proposé de créer un poste en charge de développement territorial à temps complet. Cet agent aura la charge de l'animation et du suivi financier des projets structurants dans une démarche transversale entre les services, recherche des financements et montage des dossiers de subvention, constitution des marchés publics associés, suivi financier des programmes. Ce poste sera créé en catégorie B ou A, pouvant s'inscrire dans le cadre d'emploi des rédacteurs et des attachés, du grade de rédacteur, rédacteur principal de 2e classe, rédacteur principal de 1re classe, au grade d'attaché. Donc, conformément à l'article L332-8, 2e du Code général des collectivités territoriales, en cas de recherche infructueuse des candidats statutaires et lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient, ce poste pourrait être pourvu par un agent contractuel pour un CDD de 3 ans au plus, renouvelable par reconduction express dans la limite d'une durée maximale de 6 ans. Enfin, de manière générale, pour l'ensemble des emplois existants, après le délai légal de la parution de la vacance d'emploi pour une durée qui ne peut être inférieure à 1 mois, sauf cas d'urgence, les emplois peuvent également être pourvus par un agent contractuel sur le fondement de l'article L332-14 du Code général des collectivités territoriales. Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Ces contrats à durée déterminée ne peuvent être conclus qu'après communication sur la vacance d'emploi et ne peuvent excéder 1 an, prolongeable dans la limite totale de 2 ans, si la procédure de recrutement d'un fonctionnaire n'a pu aboutir. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Moi, j'ai pas de questions, j'ai juste une petite remarque. On avait travaillé ensemble, Jean-Michel, ce matin, et je vois que ça n'a pas été corrigé. Pour le 2e poste, en création d'un poste au pôle de la direction générale, c'est en fait un poste qui va être en appui du directeur général des services pour lui permettre d'animer les projets territoriaux. Or là, on a dit, enfin tu nous as lu, mais c'est comme ça, il est proposé de créer un poste en charge du développement territorial à temps complet. Et le développement territorial, c'est très précis, c'est évidemment pas ce qu'on veut, c'est animateur des projets territoriaux. Il faudra le changer dans la délibération pour que tout le monde le sache. Parce qu'un développeur, un chef de développement, c'est une autre catégorie. Et là, nous, on cherche vraiment un animateur des projets territoriaux sous la direction de notre directeur général des services. Donc là, c'est la personne qui va s'occuper de monter les dossiers de demande de subvention, suivre les dossiers de travaux, de l'administratif, voilà, surveiller tout ça qui est chronophage, des appels d'offres, etc. C'est extrêmement chronophage, ça vient nous faire un temps précieux du directeur général qui a vraiment autre chose à faire, et aujourd'hui c'est lui qui le prend sur les épaules. Mais cette fonction, c'est la différence entre vous avez une subvention, vous ne l'avez pas. Hein, c'est clair. Hein. C'est la différence entre on devrait avoir de l'argent et on ne l'a pas. Et on l'a. Voilà. Donc c'est très important. Merci Jean-Michel de cette explication. Eh bien, je t'en prie. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions sur
sur ces deux emplois? Pas de question. Donc, il vous est proposé d'approuver les modifications ci-dessus proposées. Donc, la création d'un poste supplémentaire au service des finances dans le cadre de l'emploi des adjoints administratifs, du grade d'adjoint administratif au grade d'adjoint administratif principal de première classe à temps complet. Donc, c'est le poste numéro 58. La création d'un poste supplémentaire au pôle de la direction générale pouvant aller dans le cadre d'emploi des rédacteurs et des attachés du grade de rédacteur, rédacteur principal de deuxième classe, rédacteur principal de première classe au grade d'attaché à temps complet. Et ça sera le poste 59. D'approuver le tableau des emplois effectifs ainsi modifié, conformément au document annexé, à savoir 62 postes permanents et un emploi fonctionnel à compter de ce jour. Pour mémoire, 5 postes seront à supprimer après passage au comité social territorial, par suite des promotions et départs 2022, pour un total de 57 postes. Et donc d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer tout acte y afférent et d'inscrire au budget principal les crédits correspondants. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Et donc approuvé à l'unanimité, je vous remercie. La question suivante, donc, sur un contrat de projet avantage en nature. Donc, lors de la séance du 20 septembre 2022, le conseil municipal a voté la création d'un poste non permanent de chargé de projet à temps complet à compter du 15 novembre 2022 pour réaliser les missions liées à l'opération de mobilité à vélo 2. La rémunération a été fixée en référence à l'indice brut 513 et indice majoré 441. Le candidat recruté sur ce poste, n'ayant pas d'habitation sur place, il lui est proposé un studio communal afin de faciliter son installation sur notre territoire. Ce logement, au regard des contraintes de site et notamment de la collaboration avec les nombreux utilisateurs du bâtiment, est estimé à 200 € par mois et sera notifié sur son bulletin de salaire jusqu'à ce que l'agent ait trouvé un logement et au plus tard le 30 juin 2023. Pour information, les avantages en nature sont traditionnellement définis comme des biens ou des services fournis ou mis à disposition du salarié par l'employeur, soit gratuitement, soit ayant une participation inférieure à leur valeur réelle, ce qui permet ainsi à l'intéressé de faire l'économie de tout ou partie des frais qu'il aurait dû supporter à titre privé. Au titre de l'article L42-1 du Code de la sécurité sociale, il constitue en tant que tel des éléments de la rémunération qui, au même titre que le salaire, sont inclus dans l'astreinte des cotisations à la charge des employeurs et des salariés. Avez-vous des questions sur le sujet? Pas de questions? Donc je passe au voix. Donc je vous propose d'accorder l'attribution de 200 € en avantage en nature à l'agent chargé de mission jusqu'à l'obtention d'un logement, et ce jusqu'au 30 juin 2023 au plus tard, d'inscrire cet avantage sur son contrat et ses bulletins de salaire, et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc approuvé à l'unanimité, je vous remercie. Merci Jean-Michel. Alors on poursuit avec le transfert de compétences du CIDEV et notamment une conclusion de convention. Alors c'est ni plus ni moins ce qui existait pour chaque commune hier avec une convention de L'Aiglon-sur-Mer avec le CIDEV, une convention de la Faute-sur-Mer avec le CIDEV. Maintenant on a une nouvelle entité, forcément les contrats doivent être clos et à nouveau doivent être créés. Et pour aller très très vite, on ne va pas tout redire non plus, mais l'idée c'est de délibérer. Parce qu'il vous est proposé de transférer au CIDEV conformément à tous les articles de loi et tous ses statuts. Alors, la compétence globale, c'est-à-dire maîtrise d'ouvrage et maintenance en matière d'éclairage public, éclairage des infrastructures sportives et les illuminations. Transférer au CIDEV aussi la compétence globale, maîtrise d'ouvrage et maintenance en matière de signalisation lumineuse liée à la circulation routière. De transférer la compétence en matière d'infrastructure de charges nécessaires à l'usage de véhicules, notamment tout ce qui est hybride et rechargeable, par des bornes, adhérer en lieu et place des communes fusionnées et pour l'ensemble du territoire au groupement de commande pour l'acheminement et la fourniture d'énergie électrique dont le CIDEV est coordonnateur, et de m'autoriser à signer la convention de groupement de commande. Et puis adhérer au groupement de commande pour l'acheminement et la fourniture de gaz naturel dont le CIDEV est coordonnateur, et de m'autoriser toujours à signer la convention du contrôle de commande. Voilà.
Je vais mettre aux voix, il n'y a pas d'enjeu, hein. C'est simplement être carré par rapport à nos contrats et nos conventions. Qui s'abstient, enfin qui a des questions? Il n'y a pas de questions. Qui s'abstient? Qui est contre? Bien, merci. Et puis, on va parler du reversement de la taxe d'aménagement à la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Alors, considérant que la communauté de communes, au titre de ses compétences, exerce la compétence création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire, je précise que la taxe d'aménagement est un impôt local perçu par les communes et le département. Elle concerne les opérations de construction, reconstruction ou agrandissement de bâtiments, les installations ou aménagements de toute nature nécessitant l'obtention d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une autorisation préalable. Jusqu'alors, c'était facultatif, le partage de la taxe d'aménagement au sein du bloc communal devient maintenant obligatoire, tel que prévu à l'article 109 de la loi de finances pour 2022. Et dans leur version en vigueur au 1er janvier 2023, le 16e du 1 de l'article 1379 du CGI et le 5e du 2 du même article disposent que, sur délibération concordante, prise dans les conditions prévues au 6 de l'article 1639 A bis de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération, grosso modo nous, la commune reverse toute ou partie de la taxe à l'établissement public de coopération intercommunale ou au groupement de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant sur le territoire de cette commune et de sa compétence. Alors, afin de répondre à cette nouvelle obligation législative, les communes membres d'une communauté de communes doivent, par délibération concordante, définir les reversements de taxes d'aménagement communal à l'EPCI. L'aménagement des zones d'activité communautaire est entièrement financé par la communauté de communes, je le rappelle, on parle des ZAE, ce qu'on appelle les zones d'activité économique, c'est complètement financé par les communautés de communes, et afin de permettre à la communauté de communes de poursuivre ces aménagements de zones d'activité en bénéficiant de ressources financières dédiées, on propose justement le reversement de la taxe d'aménagement. Je propose que la commune de Livignon-la-Presqu'île reverse à la communauté de communes Sud-Vendée Littoral le produit de la part communale, évidemment, parce qu'on ne va pas verser le produit de la part départementale, de cette taxe d'aménagement perçue par le périmètre des zones d'activité économique. Et par ailleurs, il est également proposé que la commune reverse à la communauté de communes le produit collecté quand le projet assujetti à la taxe d'aménagement est porté par la communauté de communes, hors des zones d'activité économique. Je pense que quand la communauté de communes finance un projet, on ne va pas lui laisser justement le soin de percevoir, on va percevoir pour elle cette taxe, on lui donnera. Après en avoir parlé, je vous propose d'approuver d'abord le reversement à la communauté de communes de la totalité du produit de la taxe d'aménagement quand l'opération de construction, reconstruction ou agrandissement de bâtiments, les installations ou aménagements de toute nature sont situés sur une zone d'activité économique ZAE, la compétence. D'approuver le reversement à la communauté de communes du produit collecté de taxes d'aménagement quand le projet est porté par la communauté de communes hors des zones d'activité économique. De décider que ce partage s'appliquera à compter du 1er janvier 2023, comme il est dit dans la loi, d'après les montants perçus par la commune sur les exercices comptables 2023 et suivants, et puis d'autoriser à signer la convention afférente figurant en annexe que vous avez pu lire certainement, et d'autoriser à signer toute pièce nécessaire. Et avant de vous laisser me poser des questions, je veux juste vous rappeler l'enjeu. Parce que pour être honnête, c'est un marché de dupes. Notre ZAE, aujourd'hui, il n'y a pas de projet, il n'y en a pas, donc il n'y aura pas de renversement. Il n'y a pas non plus de projet en dehors de cette ZAE qui soit portée par la communauté de communes. Et donc, ça concerne vraiment très très peu des communes comme Livignon-la-Presqu'île. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'enjeu, on va reverser zéro cette année, sur un zéro, pour être très clair. Et je n'ai pas entendu de projet sur ce sujet-là. Évidemment, vous êtes à Saint-Hermine ou à la Luçon, c'est pas la même. Parce que là, pour autant, c'était une grosse collecte perçue
pour les zones industrielles ou les zones d'activité économique de Saint-Hermine ou de Luçon. Et là, pour eux, c'est un sacrifice. Pour nous, ça n'est pas. Ça n'est pas du tout. Donc, mais même si ça l'était, je vous rappelle quand même qu'il y a des sujets où on ne peut pas revendiquer être communautaire, avoir l'esprit communautaire quand on en a besoin, et de notre côté, pas faire le geste justement solidaire quand ça ne nous arrange pas. Je vous rappelle que l'ensemble de nos digues sont financées par la communauté de communes, et notamment à travers GEMAPI, que toutes nos pistes cyclables sont financées par la communauté de communes, quasiment zéro, subventionnées largement sur toutes les pistes cyclables et celles qui vont venir encore. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est donnant-donnant, on ne peut pas demander aux contribuables toujours de la communauté de communes de payer pour nous, et nous pas faire d'efforts, mais en sachant que l'effort est la deuxième. Et voilà, c'est un geste. Voilà pourquoi je voulais parler des enjeux avant de vous laisser me poser des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Et donc à la communauté de communes, s'il y a des travaux à faire dans la zone artisanale, on aura la charge. Bien sûr, c'est déjà le cas. Oui, c'est déjà le cas. D'ailleurs, pas beaucoup les choses avancées. Non, mais si toutes les voiries, par exemple, sont à la charge de la communauté de communes, les voiries des EDEL. Donc c'est normal que quelque part. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Eh bien, on en a fini avec l'ordre du jour du conseil municipal. Je remercie les élus et toi, Jean-Michel, pour le travail RH qui avance bien et franchement qui donne du sens à l'activité municipale et aussi pour les gens qui y travaillent, notamment les agents. Je vais donc vous donner la date du prochain conseil municipal qui sera le 13 décembre prochain, qui sera intéressant. Et d'ici là, prenez soin de vous. Il y a des bronchites, il y a des gens malades qui vont pas bien. Et une petite pensée aux civils d'Ukraine, je ne parle pas de l'Ukraine, mais des civils d'Ukraine qui viennent aujourd'hui de prendre une centaine de missiles sur des par de civils et d'infrastructures électriques qui laissent augurer d'un hiver absolument terrible pour ces populations, ces enfants, ces gens qui n'ont pas demandé grand-chose, qui vont se retrouver dans des conditions atroces et des conditions climatiques qui seront peu enviables. C'est un hiver. Voilà. Quand nous, on va être au chaud, eux ne le seront évidemment pas.